L'histoire du chemin du portage, une épopée. En raison, comme il l'a dit lui-même, de la désolante difficulté de communiquer avec les chefs militaires d'Halifax et de la nécessité d'une nouvelle route postale rejoignant la mère patrie, Haldimand souhaite un nouvel accès vers l'Est. Son projet est simple. Il veut avant tout ouvrir une route commode du Canada jusqu'à Halifax, puisqu'il faut assurer une communication sûre et rapide dans toute saison entre ces deux points, indépendamment de la voie de New York maintenant bloquée. Son intérêt pour la construction de ce lien dans le Témiscouata ne concerne pas seulement le transport du courrier. Voici. L'Amérique du Nord britannique est formée de colonies restées fidèles à la Grande-Bretagne. Mais ce nouveau pays demeure tout de même toujours divisé en deux blocs régionaux. Le Canada d'un côté et de l'autre les colonies de la côte atlantique à l'extrémité est du pays. Entre ces deux blocs, adossés aux États-Unis maintenant potentiellement hostiles, les communications se font pratiquement toujours par voie d'eau. Or, on le sait, le Saint-Laurent et les rivières sont gelées 5 mois par année. D'autre part, le chemin de Bigot, celui de 3 pieds de largeur, construit en 1746, est difficilement praticable. Pas besoin d'en dire plus. Il devient indispensable à ses yeux d'établir un lien terrestre plus solide entre ces colonies britanniques. En mai 1783, le général Frédéric Haldimand, apparemment de sa propre initiative, émet l'ordre d'ouvrir un nouveau chemin, reliant le Saint-Laurent au lac Témiscouata. Certains auteurs garderont le terme « chemin du portage » exclusivement pour cet ouvrage. Le gouverneur confie à Jean Renault, le grand voyer, son responsable de la voirie, la conduite de cet ouvrage et la direction des miliciens qui doivent y travailler. Avec l'aide des capitaines de milice depuis Saint-Roch, en descendant jusqu'à Rivière-des-Caps, 3 contingents d'hommes valides sont réquisitionnés. La construction de cette route doit se faire entre les semences et les récoltes, car ces pauvres colons miliciens n'ont que le travail de la terre pour survivre. Voici une carte illustrant la route d'Haldimand, dessinée au printemps 1783 par John Collins, arpenteur du Grand Voyer Renault. Il a suivi en majeure partie le chemin des Français, construit en 1746, qu'on appelait aussi le chemin de Bigot qu'il avait fait refaire en 1749. Le 12 juin 1783, après les semences, une première cohorte de 185 hommes se met à l'ouvrage. Pratiquement sur l'actuel tracé du chemin du lac, ils ouvrent une route de 12 pieds de largeur. Ils abattent les arbres, ôtent les souches, les roches, nivellent les buttes et comblent les trous. Sur la terrasse où coule la rivière du Loup, il y avait des bas-fonds de cédrières et de très grandes épinettes, et plein d'eau sans égout, avait consigné le grand voyer Renault. Celui-ci choisit donc de ponter sur l'embourde. Les miliciens plantent d'abord de solides troncs de cèdre dans le sol marécageux, qui est tantôt tourbeux, tantôt argileux. Sur ces piliers sortant d'environ 2 pieds de terre, ils installent de grandes épinettes. Ce sont là les lambourdes. Aujourd'hui, on dirait des poutrelles. Sur celles-ci, les hommes allongent en travers et côte à côte de lourds billots, de 10 pieds de longueur et de 15 pieds par endroit. Et pourquoi 15 pieds par endroit? Pour étayer, contreventer, pour éviter que le pont ne tangue. Plusieurs de ces ponts, dont la durée de vie fut écourtée par les mauvaises conditions climatiques et les charges excessives, sont construits sur le plateau où coule la rivière du Loup. Le plus long fait 18 arpents, environ 3500 pieds. Une fois arrivés à la rivière du Loup, les ouvriers fabriquent 2 bons canaux plats en bois pour la traverser. Environ 15 jours après le début des travaux, soit le 29 juin,
Un deuxième groupe de 183 hommes prend la relève. Poursuivant leur progression dans la forêt, ils construisent une multitude de ponts sur les ruisseaux et les rivières rencontrées. Sur la rivière Verte et Saint-François, ils érigent 2 ponts plus importants. Hélas, la saison est trop avancée et le temps presse. Il est impossible de ponter les autres bas-fonds sur l'embourde. Les miliciens pavent tout simplement le chemin de billots ou d'arbres placés en travers et côte à côte sur certaines portions du trajet. Le 20 juillet, le temps des récoltes est arrivé et une dernière corvée marque la fin des travaux. 125 hommes additionnels sont mis à l'ouvrage pour rejoindre le lac Témiscouata et ces miliciens sont ensuite renvoyés chez eux. Depuis 1754, le point de départ du chemin du portage sur les berges du fleuve est le même que celui du très ancien portage de la rivière Saint-François. Auparavant, on abordait la côte soit un peu plus en aval par l'embouchure de la rivière du Loup, ou soit un peu plus en amont par la petite rivière qu'on appelait la rivière des Caps, qui va donner son nom au village qui va naître sur le bord du fleuve, un peu plus à l'est, et qui deviendra plus tard Notre-Dame-du-Portage. Sur la carte de Bouchette de 1815, on reconnaît la Anse ou la baie du Portage, l'Anse à l'îlet à la Friche à l'ouest et l'Anse des Trois-Ruisseaux à l'est. À mi-chemin, nous retrouvons le chemin du Portage et plus à l'est, la pointe de Rivière-du-Loup. Notre-Dame-du-Portage est formée de la partie est de Saint-André, secteur de Rivière-des-Caps, et de la partie ouest de Rivière-du-Loup, secteur de Saint-Patrice. Le chemin du Roi, d'abord aménagé sur la rive nord du fleuve, entre Québec et Montréal, fut prolongé sur la rive sud dans les années 1709 à 1713. D'une longueur de 150 milles, il partait de Pointe-Lévis pour venir s'arrimer à nul autre qu'au chemin du Portage. Louis-Benoît Perron, propriétaire de l'hôtel situé à 1/4 de mille à l'ouest du Rocher-Malin, sur les berges du fleuve à Rivière-des-Caps, s'occupait de la livraison de la poste depuis 1814. Il avait obtenu ce contrat l'année précédente aux dépens de la veuve Méquet du lac Témiscouata. Pendant ce temps, sa première femme, Judith, s'occupait de la gérance de l'auberge. Cette jeune aubergiste était d'une réelle beauté, à ce qu'on dit. Elle a su charmer l'officier britannique de passage, George Head. Arrivant d'Angleterre, ce militaire se dirigeait au lac Huron pour inspecter leur système de défense. En octobre 1814, l'officier d'intendance débarque à Halifax. La navigation sur le fleuve Saint-Laurent s'avérant trop risquée en raison des glaces à cette période de l'année, il entreprend le voyage depuis Halifax, d'abord en carriole jusqu'à Presqu'Isle et par la suite à pied jusqu'à Rivière-des-Caps. Cet officier nous a laissé un joyau de témoignages dans un compte-rendu de son périple. Il raconte entre autres que par bonheur, lorsqu'ils atteignaient un gîte avant la nuit ou avant la tempête, ils s'entassaient dans des relais de fortune, des cabanes occupées par de rares colons. Ils s'installaient à 15 ou 20 autour d'un feu avec les chiens et les bagages. Le 18 janvier 1815, le militaire arrive enfin à la rivière du Loup. Il apprend l'existence d'une auberge située à 6 000 de là environ. Il s'empresse de s'y rendre. Pierre Landry, dans son livre sur l'histoire de Notre-Dame-du-Portage, nous rapporte le récit de ce voyageur sur l'accueil chaleureux qu'il a reçu à l'auberge Perron. Écoutons le Britannique. À Rivière-des-Caps, j'ai bénéficié de la plus aimable attention de mon hôtesse, qui m'a servi le premier repas convenable que j'ai vu depuis longtemps. Elle m'a fourni un bon fauteuil et plusieurs autres soins opportuns. Chose remarquable, toute douleur me quitta le soir même.
Je n'ai jamais vu un changement aussi radical en si peu de temps. Le logement et l'ameublement avaient de l'élégance. Mon aubergiste semblait aussi ravissante que la déesse Hébé. Mon voyage à pied était terminé, Dieu merci, et le silence reposant de la maison s'ajoutait aux autres douceurs dont j'étais entouré. George Head se rendra par la suite à Québec à bord d'une carriole de poste. Il rapporte dans son journal « J'étais maintenant sur la grande route vers Québec, à un endroit où le Saint-Laurent offre à la vue sa superbe magnificence. Une chaîne de montagnes s'élève sur la rive opposée et une longue île étroite, appelée l'île aux Lièvres, se trouve à mi-chemin. Le fleuve a ici 21 milles de largeur et semble geler jusqu'à quelques milles du rivage. C'est plutôt plat dans ce secteur et on peut voir à l'œil nu à une très grande distance. J'ai loué une carriole de poste, une petite sleigh tirée par un cheval, pour m'amener à Québec. J'ai pris un bon déjeuner, j'ai été bien traité, j'avais bien dormi, et quand je suis monté dans la voiture avec mon domestique, j'étais content d'être débarrassé de cette bande de loqueteux que j'avais côtoyée pendant si longtemps. La route était bien battue.